Bonjour et bienvenue pour ce troisième et dernier numéro du livre à lire quand la science se raconte, consacré à la lumière. La lumière, enjeu technologique majeur, concerne évidemment les générations futures. Pour les sensibiliser à cette question, les maisons d'édition et chercheurs créent des collections scientifiques à l'attention des plus jeunes. C'est le cas de notre invité du jour, Alain Doresundiram, astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris, qui a publié en collaboration avec Régis Lecoq-Guesne un ouvrage intitulé « Les mystères du Soleil, notre étoile » aux éditions Belin, à destination des 3 à 8 ans. Mais tout d'abord, nous avons rendez-vous avec Patrick Lequéré, directeur adjoint de la recherche à l'École Polytechnique, qui va nous exposer l'engagement de cet établissement dans les technologies liées à la lumière. L'École Polytechnique est une école d'ingénieurs. Elle a la particularité d'avoir, depuis plus d'un siècle, développé de la recherche dans ses laboratoires, ce qui en fait quelque chose d'assez singulier dans le paysage des écoles d'ingénieurs, qui pour certaines ont pris ce virage plus récemment. Donc l'école a toujours développé de la recherche depuis, dans le domaine de la lumière en particulier, par exemple depuis Augustin Fresnel, qui est un des grands anciens dont on va célébrer le bicentenaire cette année. Aujourd'hui, le centre de recherche de l'École Polytechnique, ce sont 20 laboratoires dans lesquels travaillent environ un peu plus de 1500 personnes et qui couvrent, je dirais, l'intégralité des domaines scientifiques qui vont des mathématiques aux sciences de gestion, en passant par la physique, la mécanique, la chimie, la biologie, l'informatique, et j'en oublie certainement une, oui, la chimie. Voilà. Nous couvrons donc l'intégralité du spectre disciplinaire en soutien, je dirais, aux enseignements que nous donnons, que nos chercheurs et enseignants-chercheurs délivrent à l'école à nos étudiants. Et pour rendre plus lisible cette activité de recherche, nous avons décidé il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, de lui donner une visibilité à travers un certain nombre d'intitulés qui sont plus orientés de manière, selon les objectifs applicatifs ou sociétaux, de manière à mieux faire passer auprès du grand public et auprès des différentes institutions, je dirais, le pourquoi de nos activités de recherche. Et parmi ces 8 grandes thématiques que nous avons définies, il y en a une qui s'appelle effectivement « Matière et lumière en conditions extrêmes », qui regroupe en grande partie des activités en optique et en lumière, mais pas que, puisqu'il y a aussi, on va trouver aussi des activités autour de la lumière, dans d'autres thématiques, comme autour des nanotechnologies. En fait, la lumière, on en a besoin partout actuellement dans la science pour éclairer, pour mieux comprendre, je dirais, l'interaction entre comment se comporte la matière à ces différentes échelles et dans ces différentes réalisations. La lumière est aujourd'hui un enjeu technologique majeur, principalement parce qu'on en trouve un peu partout. On en trouve dans le domaine des télécommunications, on transporte de l'information avec de la lumière. On en trouve, je dirais, dans le domaine pour aller explorer l'univers. On a besoin de sources de lumière. On a besoin également de lumière pour aller sonder la matière dans ses échelles les plus petites. Et c'est une partie de l'activité qui nous occupe à l'École Polytechnique, en particulier autour du développement de grands lasers. Et je voudrais citer le projet Apollon que nous portons avec le CNRS et avec le CEA, qui fera en sorte que dans 2 ans, il y aura le laser le plus puissant au monde qui sera disponible, dont les premiers photons seront disponibles sur le plateau de Saclay. Je viens de parler du projet Apollon, c'est un projet qui nous occupe et qui nous met au cœur de l'année de la lumière dans ses différentes déclinaisons. La deuxième grande manifestation, nous participons régulièrement à la Fête de la Science et nous avons décidé cette année, pour cette édition qui va se tenir le mois prochain, de la centrer évidemment autour de la lumière. Et nous aurons dans le grand hall de l'École Polytechnique, à l'occasion des portes ouvertes, je dirais, un certain nombre de propositions, de vulgarisation autour de la lumière. En particulier, si vous êtes là, vous pourrez venir jouer d'un orgue à laser dans lequel vous interrompez les faisceaux laser et ça fait des sons. Et donc, c'est toujours je dirais, un dispositif qui rencontre beaucoup de succès auprès des jeunes en particulier, parce qu'ils peuvent en plus danser sur ce laser. Une des personnes qui a beaucoup contribué au développement des recherches autour de la lumière à l'école, ça a été Jacques Ducoing, qui est un polytechnicien des années 40. Il a dû obtenir son diplôme en 1953, si ma mémoire est bonne,
qui a fondé ici le laboratoire d'optique non linéaire, l'optique quantique non linéaire, à l'école, qui a ensuite essaimé dans 2 autres laboratoires, le laboratoire d'optique appliquée et le laboratoire d'optique et biosciences, dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui nous accueille aujourd'hui pour cette prise de vue. Donc Jacques Ducamp a ensuite été également directeur général du CNRS, la preuve, s'il en est, je dirais, de la qualité des recherches qu'il a menées et de son aura scientifique. Dans le cadre des manifestations de l'année de la lumière, nous portons un 3e événement en partenariat avec le musée du Louvre. C'est une journée autour d'Augustin Fresnel, ça nous ramène à Augustin Fresnel, qui aura lieu le 2 novembre. Augustin Fresnel est la personne qui a proposé la première explication autour de la nature ondulatoire de la lumière, qui était en rupture épistémologique avec la vision traditionnelle portée par Newton à l'époque, la vision corpusculaire de la lumière. Et il a été remarqué par certains, et par Gérard Mourou en particulier, qui est un des grands papes, je dirais, de la lumière et des lasers en France, même s'il a fait une partie de sa carrière à l'étranger, que ça avait correspondu à l'émergence d'un nouveau style de peinture. Et ce que nous voudrions porter sur la table et engager le débat autour de ça à l'occasion de cette journée qui aura lieu au Louvre, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre cette avancée scientifique autour de l'explication de la nature ondulatoire de la lumière et l'émergence d'un nouveau style de peinture qui s'est incarné ensuite et qui s'est développé jusqu'à l'impressionnisme. Et c'est tout l'enjeu de ce débat que nous lancerons lors de cette journée et qui, j'en suis convaincu, ne manquera pas de passionner les foules. Alain Doré-Soundiram, bonjour. Merci beaucoup de vous être rendu sur le plateau du Livre à lire pour évoquer donc votre ouvrage « Les mystères du soleil, notre étoile », qui est un ouvrage de vulgarisation scientifique à destination de la jeunesse. Mais avant de rentrer plus avant dans votre ouvrage, eh bien, on est quand même intéressé de vous connaître parce que quand j'ai fait des recherches sur vous pour préparer cette émission, alors j'ai vu que vous étiez un scientifique qu'on peut dire de très haut niveau, puisque vous êtes astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris. Donc ma première question, ça va surtout concerner votre fonction. Pouvez-vous nous expliquer quelle est votre activité concernant la lumière en tant qu'astrophysicien à l'Observatoire de Paris? D'accord. Donc j'ai une triple casquette, hein, donc je suis enseignant-chercheur et je m'occupe aussi, comme on va en parler, j'imagine, de la diffusion des savoirs vers le grand public. Donc enseignant-chercheur, donc je suis chercheur. Et la lumière, ma foi, c'est quelque chose qui est par essence notre cœur de métier, puisque j'observe donc les astres de l'univers, et le seul messager de ces astres, c'est la lumière. Mais grâce à cette lumière, qui est plurielle, qui est très riche, on a accès à une foultitude d'informations. On peut déterminer la taille, la composition, la pression, la température, plein de propriétés de ces astres qui finalement sont inaccessibles pour certains, pour la plupart d'ailleurs, mais grâce à cette lumière, on a accès à la nature intime de ces objets-là. Je suis aussi enseignant, donc j'enseigne à tous les niveaux, de la licence au master, et je m'occupe aussi de la formation des professeurs, et en particulier, j'ai créé un dispositif à l'Observatoire qui s'appelle les parrainages de classe, et qui consiste effectivement à aller dans les classes pour parler des sciences et pour parler de l'astronomie. Alors on l'aura compris, c'est non seulement une vocation, mais ça a l'air d'être une passion. Et ma seconde question va justement être de comprendre comment un scientifique de votre niveau a participé à la rédaction d'un ouvrage destiné aux enfants de 3 à 8 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cet ouvrage? Parce qu'on aurait attendu un ouvrage que vous avez sûrement commis d'ailleurs, de grand niveau scientifique. Et là, votre ouvrage, celui pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, c'est les 3 à 8 ans. Alors, comment expliquer cet écart? Eh bien, écoutez, je suis passionné par effectivement mon métier et passionné par la vulgarisation, la diffusion de ce savoir vers le grand public. Et j'affectionne en particulier le jeune public parce que je trouve que c'est un public absolument demandeur, curieux et en même temps, encore
encore avec des questions vraiment très pertinentes et ils n'ont pas de tabou. Donc à chaque fois que je vais dans les classes, vers les petites classes en particulier, les questions fusent, je vois les yeux qui pétillent de curiosité, d'émerveillement et moi c'est un vrai bonheur, c'est aussi très gratifiant pour moi de parler à ce public-là. Et donc c'est un public que j'affectionne particulièrement et je trouve moi-même un grand bonheur à pouvoir leur parler et leur expliquer les choses de l'univers. Il n'y a pas du tout d'ennui lié au décalage entre, évidemment, votre savoir qui est considérable et leur savoir qui est au début. Vous n'avez jamais cette sensation avec les enfants? Non, pas du tout, parce que justement, ils nous mettent dans ce défi-là de pouvoir expliquer les choses simplement. Et finalement, pour comprendre les choses, si on arrive à les expliquer, c'est qu'on les a comprises. Et si on n'arrive même pas à les expliquer, même aux plus petits, avec leurs moyens de compréhension, c'est que finalement, au fond, on n'a pas vraiment compris les choses. Il faut être capable de pouvoir tout expliquer à tous les niveaux. Et je vais en maternelle, et même en maternelle, on arrive à leur expliquer des choses. Et je pense que la science est accessible à tout le monde et il faut commencer dès le plus jeune âge. Parce qu'après, on est un peu formaté. Voilà. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, vous faites preuve d'une très grande humilité. Si on comprend à l'instant ce que vous venez d'expliquer, c'est donc aussi un défi pour vous d'expliquer pour les jeunes. Ce n'est pas seulement le fait de transmettre, mais l'idée d'être sûr, d'être compris et de mettre son savoir de haut niveau à la portée d'un jeune, c'est aussi un défi pour vous. C'est aussi un défi et voilà. Alors justement, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est comment vous avez organisé pédagogiquement ce livre pour apporter la connaissance sur un sujet qui est quand même complexe. La lumière, c'est un sujet qui interroge les hommes pratiquement depuis qu'ils sont constitués en civilisation, d'ailleurs même depuis tout le temps. Bon, avec des réponses sûrement plus ou moins justes, plus ou moins variables, parce que c'est toute une conquête du savoir, la question de la lumière et du soleil. Mais comment vous avez organisé pédagogiquement cet ouvrage? Alors, dans cet ouvrage, c'est accessible aux plus jeunes, avec une certaine gamme d'âge. Donc à cet âge-là, justement, il y a une grande différence entre 5 ans et 10 ans. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un petit dessin. J'ai tenu à mettre un petit dessin à chaque fois. Pour les plus jeunes, ils peuvent lire et regarder le petit dessin et comprendre effectivement qu'est-ce que c'est que les colères du soleil ou alors les taches du soleil avec un petit dessin humoristique. Je trouve que ça permet aux enfants de mieux appréhender le sujet et de rentrer dedans. Oui, évidemment, excusez-moi de vous attendre, mais évidemment, dans votre livre, un de ses charmes, c'est qu'il y a d'un côté l'explication scientifique, mais évidemment, il y a toutes sortes d'illustrations pour que l'image aide à comprendre le texte. Exactement, et puis l'astronomie, c'est par définition de belles images, donc on ne s'en prive pas, on montre des images. C'est pour ça que le parti que j'ai pris, c'est sur la page de droite, une grande et belle image pour laisser une grande part à l'iconographie. Puis sur la gauche, la partie gauche, du texte et différents niveaux de texte. Un chapeau, voilà, pour les plus jeunes, ils peuvent lire que le chapeau et savoir ce qu'il en est des éclipses de lune, par exemple, de soleil. Et puis après, du texte un peu plus détaillé. Et puis s'ils ne veulent pas lire du tout, ils peuvent regarder que les petites images, donc des petites images avec des petites légendes toute petite. Et puis, peut-être une autre précision, comme de toute façon, on est quand même amené à utiliser un minimum de vocabulaire scientifique pour qu'on soit sûr que le vocabulaire soit compris, vous avez, à la fin de l'ouvrage, fait un glossaire qui reprend les mots que vous estimez. Bon. Les mots compliqués, les mots du soleil, voilà. Donc le vocabulaire du soleil, oui. Alors j'ai vu que vous aviez aussi dédié ce livre à vos enfants. Bon là on vient de vous entendre donner votre sentiment sur ce que vous aviez réalisé. Est-ce que vos enfants l'ont lu d'abord ce livre? Ah oui, ils l'ont lu et puis ils les collectionnent tous parce que j'ai commis plusieurs livres. Le premier s'appelait La ronde mystérieuse des planètes. Qui était aussi à destination des enfants. À destination des enfants. Et puis après un livre sur la recherche de la vie et de l'eau dans l'univers. Et enfin le dernier sur la conquête spatiale. Donc j'ai toujours eu effectivement... Vous avez un lectorat à la maison déjà. Voilà, c'est ça. L'exemple, les cobayes, c'était mes enfants. Donc je leur parlais de ce dont je voulais écrire et puis je les testais un petit peu pour voir comment ils comprenaient. Et comme j'ai tous les âges à la maison, hein, de 10 ans jusqu'à 18 ans et il y a quelques années un peu moins âgés, donc je pouvais... les tester, m'exercer avant avec eux, puis après commencer à écrire. Et alors, quelle a été leur réception? Parce que, bon, en toute objectivité, qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur le livre?
Eh bien, bon, déjà, ils étaient déjà, comment dire, comme Obélix, tombés un petit peu dans la marmite, hein, donc ils étaient déjà très sensibilisés, donc effectivement, ils étaient très très contents, très ravis que je puisse écrire des livres qui pourraient être utilisés par d'autres. Et quand, de toute façon, je vais dans les classes, et je suis allé dans leurs classes aussi, je venais avec les livres, et eux, ils amenaient leurs livres, effectivement, dans la classe, ils disaient oui, c'est papa qui l'a écrit. C'était surtout ça, parce qu'au niveau du contenu, bien sûr, ils connaissaient déjà, enfin, plus ou moins, et puis ils les ont bien sûr lus. Mais c'était surtout de pouvoir montrer un livre que papa a écrit, parce que dans les écoles, effectivement, ils sont passionnés d'astronomie, ils ont tous des livres sur l'astronomie, mais d'avoir un livre écrit par papa, c'était pour eux une grande fierté. Et à leur portée, bah évidemment, tout à fait. Alors, vous avez coécrit ce livre avec Régis Le Coq-Gaine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire qui est Monsieur Le Coq-Gaine et comment, du coup, se sont répartis les rôles pour rédiger cet ouvrage? Alors, Régis, oui, c'est mon grand complice. Régis Le Coq-Gaine, c'est un observateur solaire qui travaille à l'observatoire de Meudon, comme moi, et qui est chargé effectivement des observations du Soleil, parce qu'il faut savoir qu'à l'observatoire de Meudon, une des missions de cet observatoire, c'est de surveiller le Soleil tous les jours, d'avoir une image du Soleil. On a une banque de données des images du Soleil depuis plusieurs dizaines d'années, voire un siècle. Bien. Alors, votre livre s'intéresse particulièrement au Soleil, bon, qui est quand même un astre essentiel dans la question de la lumière. Et il se trouve justement que nous sommes dans l'année de la lumière en France et qui elle-même s'inscrit dans l'année internationale de la lumière. Est-ce que vous, en tant qu'astrophysicien à l'Observatoire de Paris, vous avez maille à partir avec cette manifestation? Est-ce que l'Observatoire de Paris fait quelque chose dans le cadre de l'année de la lumière en France ou de l'année internationale de la lumière? Alors, comme je le disais, la lumière, c'est notre outil en quelque sorte, hein. On étudie la lumière sous toutes ses formes en étudiant les astres. Mais ce qui nous tient à cœur en tant qu'astronome, c'est la pollution lumineuse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse? Alors la lumière, effectivement, elle nous sert partout, mais en tant qu'astronome, eh bien, trop de lumière, c'est aussi néfaste. Et quand on regarde le ciel, eh bien, actuellement, c'est le grand fléau de nos civilisations urbanisées à outrance, c'est que, à cause de la lumière des villes, qui éblouit finalement le ciel, oui, eh bien, on a accès à de moins en moins d'étoiles. Finalement, quand on regarde le ciel en région parisienne, par exemple, ou dans une grande ville, eh bien, on voit que quelques étoiles, quelques dizaines d'étoiles, alors qu'on devrait en voir des milliers. Tout ça à cause de ce qui se passe sur Terre? À cause de la lumière, à cause de l'urbanisation accrue des villes, à cause de la lumière des bâtiments, des voitures et tout. Donc les hommes sont aussi responsables de ça? Exactement. Quand on voit une photo de la Terre vue de l'espace, de la Station spatiale internationale, puis on voit des grands spots de lumière. Et donc si on les voit d'en haut, c'est qu'en fait, elles éclairent le ciel. Et bien au-delà de la beauté du ciel dont on n'a plus accès, c'est quand même beau, un ciel étoilé, les anciens projetaient dans le ciel un peu leurs peurs, leurs rêves, leurs idéaux, eh bien on ne voit plus autant d'étoiles, on ne rêve plus finalement. Au-delà de cela, au-delà aussi du fait que les astronomes doivent s'éloigner pour pouvoir faire leurs études, eh bien ça a un impact écologique sur la vie nocturne, par exemple, des millions d'insectes sont décimés. Il y a des espèces animales qui sont complètement déboussolées. Il y a des tortues qui ne savent plus où se trouve la mer parce que la mer reflétait la lumière des étoiles. Elle savait où était la mer. Maintenant, elle se dirige vers la ville, par exemple. Donc, et en plus, il y a aussi un problème de dépense énergétique. Si on éclaire effectivement le ciel, c'est que ça ne sert à rien. Oui. Et donc, finalement, si on réfléchissait autrement les éclairages publics, éclairer vers le bas, éclairer utilement, on économiserait beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et en ce moment, c'est un grand souci. Mais alors, est-ce que dans toutes les réflexions qu'on mène autour de la pollution, parce que c'est un thème qui est extrêmement abordé, la pollution lumineuse, est-ce que c'est envisagé? Moi, j'avoue qu'avant que vous m'en parliez, je n'avais pratiquement jamais entendu parler de cette histoire de pollution lumineuse. Est-ce que c'est quand même, ça, on en a conscience? Voilà, effectivement, on commence à sensibiliser le grand public et c'est pour ça qu'en cette année internationale de la lumière, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a fait déjà quelques années qu'on en parle, que le grand public maintenant en a de plus en plus conscience, mais c'est effectivement avec les questions sur le réchauffement climatique, les coûts énergétiques, que cette question est devenue plus sensible auprès de concitoyens. Et c'est vrai que maintenant, les mairies,
les villes commencent à se soucier de ce problème-là et il y a même, et c'est arrivé en France justement, il faut s'en féliciter, il y a quelques années, on a créé une réserve de ciel étoilé, comme des réserves animales. Eh bien, on a créé une réserve de ciel étoilé. C'est au niveau de, eh bien, c'est un groupe de communes, de villes qui ont décidé dans une charte de réduire leur éclairage, éclairer autrement pour préserver cette région de ciel au niveau de Toulouse, en fait, au niveau de l'Auvergne, pour qu'on puisse avoir au moins quelque part en France, une zone où on peut admirer le ciel. Et alors, est-ce que quand vous vous rendez dans les écoles, avec les intentions pédagogiques qui sont les vôtres, vous sensibilisez le jeune public à cette histoire de pollution lumineuse? Est-ce que c'est un thème que vous abordez devant les élèves? À chaque fois. Et alors, ils réagissent comment? D'abord, est-ce qu'ils connaissent la pollution? Est-ce qu'ils avaient conscience de ça? Ils ne connaissaient pas, mais en même temps, quand je leur demande, mais où est-ce que les astronomes essaient d'observer? Quel est le meilleur endroit pour observer? Alors, on dit les critères, effectivement, d'être en altitude, tout ça. Et puis, loin des villes, effectivement, ils comprennent ça, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Mais après, en les questionnant, ils arrivent à comprendre, effectivement, que c'est, quand on éblouit quelque chose, on a du mal à voir ce qu'il y a de plus faible. Et effectivement, ils comprennent de plus en plus. Et de prime abord, ils n'en ont pas conscience, mais après, effectivement, après un petit travail d'investigation, ils appréhendent le problème. D'accord. Alors justement, là encore, ça pose une question sur l'édition scientifique à destination des jeunes. Est-ce que vous trouvez que globalement, l'édition scientifique à destination des jeunes est de bonne qualité, qu'elle répond vraiment à tous les sujets qui sont aujourd'hui les sujets scientifiques? Quelle est votre opinion sur l'édition, puisque vous avez commis plusieurs livres dans le domaine de l'édition scientifique pour les jeunes, quelle est votre opinion sur l'offre, le choix? Est-ce que vous trouvez, quand vous-même vous regardez simplement un peu les titres et ce qui paraît, que ça répond vraiment à tout ce que la science aborde actuellement? Alors, bon, je n'ai pas une grande expérience du monde de l'édition, mais en tant que chercheur astronome, je trouve que voilà, il faudra encore plus de livres, plus d'ouvrages pour expliquer, et des ouvrages qui puissent se renouveler, parce que la science, justement, elle évolue chaque jour, donc de nouveaux thèmes, de nouveaux outils iconographiques, voilà, pour mieux expliquer au public la science et puis l'astronomie. Donc j'en propose régulièrement et j'ai la chance effectivement d'avoir un éditeur qui est... Belin, rappelons-le, spécialiste des éditions scientifiques. Voilà, exactement, qui est à l'écoute effectivement de mes propositions, et donc quand j'ai le temps, parce que je ne peux pas en faire tout le temps, mais tous les ans, tous les 2 ans, je propose un titre et il m'accueille avec beaucoup de sympathie pour éditer un nouveau livre. D'accord. Alors je vais jouer le Candide sans faire trop d'efforts, parce que moi-même je ne suis pas très calé en sciences, concernant le Soleil, mais cette fois-ci pour rentrer un peu dans le corps de votre ouvrage, d'abord une première chose que j'ai retenue à vous lire, c'est que le Soleil est un astre paradoxal, parce que c'est à la fois notre meilleur ami, il est très difficile de concevoir la vie de manière aussi complète sans cet astre, et en même temps notre pire ennemi. Déjà vous nous annoncez une échéance qui est terrible, heureusement nous, je ne pense pas qu'on le vivra, mais vous nous annoncez qu'évidemment dans 5 milliards d'années, eh bien le Soleil va brûler la Terre. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Soleil? Ami, ennemi, qu'est-ce que c'est? Effectivement, les deux à la fois. Bon, le Soleil, c'est notre étoile, c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est pour ça qu'on la voit très, très grande dans le ciel. Et c'est grâce au Soleil que la vie est apparue sur Terre. C'est pour ça qu'il y a de la chaleur, elle nous apporte la chaleur, la lumière. La lumière est utilisée par les arbres, les plantes pour la photosynthèse. Donc la lumière du Soleil est essentielle, a été essentielle pour l'apparition de la vie sur Terre. Mais ce n'est pas le seul élément. En même temps, le Soleil, c'est un astre qui peut être dangereux. Donc pour cela, sur la Terre, il y a eu la possibilité de la vie, mais parce qu'aussi on était protégé de la partie dangereuse du Soleil. Le Soleil émet de la lumière visible, mais elle émet aussi d'autres lumières, des radiations qui peuvent être dangereuses, comme par exemple, si on passe trop de temps au Soleil en été, on peut bronzer plus que bronzer, voilà. Et on a cette atmosphère qui nous protège, qui nous arrête des ultraviolets durs. Et bien sûr des rayons X, des rayons gamma, qui sont des rayons qui sont arrêtés heureusement pour nous par l'atmosphère. Et ce Soleil, si on essaie aussi de le regarder en direct, et c'est là que je vais en profiter pour mettre en garde tout le monde, c'est qu'il ne faut jamais regarder le Soleil déjà
en direct, parce qu'on va se brûler les yeux. Et surtout, maintenant qu'on a des appareils, des télescopes, des lunettes et des jumelles, il ne faut surtout pas regarder le soleil avec de tels instruments qui vont amplifier en fait la lumière du soleil, et en une fraction de seconde, vous pouvez devenir aveugle. Donc il ne faut jamais regarder le soleil en face. Alors La Rochefoucauld avait raison quand il disait, dès le XVIIe siècle, je crois, que le soleil comme la mort ne peuvent se regarder fixement. Bon, par intuition, il avait déjà raison. Mais alors justement, ce qui est intéressant, et vous le montrez aussi, et je vais vous demander de développer un peu ça, vous montrez aussi dans votre livre, il commence d'ailleurs par ça, par une partie un petit peu historique, le soleil a été, presque pour toutes les civilisations, même si nous n'avons pas toujours eu la même conception, un objet de fascination. En quoi le soleil a été, à travers l'histoire, un objet de fascination ? Le soleil, pour toutes les civilisations, ces civilisations ont bien compris qu'effectivement, sans le soleil, sans sa chaleur, sans sa lumière, rien n'était possible, la vie n'était pas possible. Et on n'avait pas conscience effectivement que la Terre tournait sur elle-même, et quand à chaque fois le soleil disparaissait, c'était une hantise pour ces peuples de savoir si allait reparaître. Pour les Égyptiens, les anciens Égyptiens, c'était le grand souci, c'est de savoir si le soleil allait revenir dans sa course dans le ciel. Donc ils avaient conscience que le soleil était essentiel à la vie, et donc c'était pour eux un être qu'il fallait adorer tous les jours. Et dans beaucoup de civilisations comme les Égyptiens, comme les Mayas, les Incas, le soleil était le roi des dieux, le roi essentiel. Alors, vous dites aussi, page 18 de votre ouvrage, que le soleil garde encore pour nous plein de mystères. Quels sont ces grands mystères que le soleil garde? Et la deuxième question que je poserai en rapport avec cette première, c'est qu'est-ce qui intrigue le plus la recherche scientifique sur le soleil aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'on n'a pas fini de trouver tous les mystères du soleil. Donc, quelle part de mystère il garde? Et vraiment, la science essaye de résoudre quoi par rapport à ce mystère? Donc, il faut savoir que le soleil, c'est une étoile, c'est une machine à fabriquer de la lumière, de la chaleur. Donc, on sait grosso modo comment fonctionne la machine étoile, mais comme on a un exemple d'étoile tout près de nous qu'on peut étudier et explorer à loisir, eh bien on se rend compte qu'il y a des petits trucs qu'on ne comprend pas bien. Par exemple, le soleil, des fois il peut se mettre, comme je dis dans mon livre pour les enfants, avec le langage des enfants, se mettre en colère. C'est-à-dire que le soleil, il chauffe doucement, il va chauffer encore doucement pendant 5 milliards d'années, donc pas d'inquiétude. La mort du soleil n'est pas annoncée tout de suite, dans les médias, exactement. Il peut avoir des colères parce qu'il suit un cycle. Et c'est facile à mesurer ce cycle de colère parce qu'on peut regarder à sa surface des taches. Oui. Et plus il a de taches, plus il est actif, en colère donc. Et quand il est très en colère, eh bien, le soleil envoie des boules de feu, pas de feu, en fait, des boules de gaz très très chaud, parce que le soleil, ce n'est pas une boule de feu, contrairement à ce que pensent les enfants, c'est une boule de gaz très très chaud. Et pour envoyer ces boules de gaz très très chaud, heureusement pour nous, la Terre est protégée par un bouclier magnétique, par son atmosphère, et l'effet que l'on voit de ces boules de gaz très très chaud, c'est les aurores polaires. Et donc ce cycle d'activité, il n'est pas très bien compris. C'est un cycle de 11 ans. Ça reste toujours un peu mystérieux, voilà. Ça. C'est un cycle de 11 ans, mais des fois, on l'attend, le sursaut d'activité. C'est pas si régulier. C'est pas si régulier. Et il y a eu de grands exemples, par exemple, lors du siècle de Louis XIV, où il y a eu un mini âge glaciaire, parce que le soleil… Voilà, sur le règne du soleil, exactement. Et donc, il y a des petits trucs comme ça dans la machine soleil qu'on ne comprend pas très bien. Un autre aspect aussi qu'on ne comprend pas très bien, c'est le fait que le soleil ait une couronne. Le roi a toujours une couronne. Une couronne, c'est une atmosphère qui entoure le soleil. Et cette atmosphère, elle est même plus chaude que la surface du soleil. On ne comprend pas très bien comment cette couronne… C'est l'inverse. Voilà, c'est ça, exactement. Ça devrait être l'inverse. Exactement. Donc c'est pour ça que le soleil est toujours un sujet de recherche très intense. Et à l'Observatoire de Paris, on a tout un département de chercheurs qui travaillent sur le soleil. Et on envoie même des sondes explorer le soleil. Et actuellement, il y a une sonde dans laquelle est impliqué l'observatoire qui s'appelle Solar Orbiter, c'est-à-dire un orbiteur du soleil, qui va être lancé dans les prochaines années pour mieux comprendre notre soleil. Donc on va aller vraiment quasiment sur place. On n'aura jamais été aussi près du soleil finalement. D'accord. Alors je vais vous poser une question presque impossible. On peut dire que le soleil a intrigué depuis les anciens, même déjà dans l'Antiquité grecque, Platon s'interrogeait sur le soleil.
C'est développé à partir de là, évidemment, tout un continuum scientifique où chacun a amené sa pierre à l'édifice pour essayer d'expliquer qu'est-ce que la nature du Soleil, son fonctionnement, etc. Parmi tout ce continuum scientifique, quelle que soit la nationalité, quel est le scientifique pour vous qui a fait la découverte par rapport à la lumière la plus importante? Par rapport à la lumière? Oui, ou au Soleil. Qui est pour vous vraiment celui qui a fait la découverte la plus importante sur le Soleil? Alors, je ne pourrais pas me prononcer, parce voilà, que tous les chercheurs, je vous avais dit que c'était une question impossible. Tous les chercheurs ont apporté leur contribution. Il y a des chercheurs qui ont compris, déjà la nature de la lumière était mystérieuse. Hein. Bien sûr. Et il y a des chercheurs qui ont compris qu'elle était une onde, et puis d'autres qui ont compris qu'elle était une... Est-ce qu'elle est ondulatoire ou corpusculaire? Exactement. Et en fait, finalement, on a compris que les deux avaient raison. Voilà. Donc, la nature de la lumière était entre Newton, je crois. Voilà, et puis il y a Einstein, la fameuse relation d'Einstein, E égale mc2, qui a compris que l'énergie peut être associée aussi à la vitesse. Je dirais aussi, dans les chercheurs qui ont étudié le Soleil, il y a un chercheur qui s'appelle Fraunhofer, qui pour la première fois a regardé l'atmosphère du Soleil, et pour la première fois a compris que dans l'atmosphère du Soleil, dans le Soleil finalement, il y avait les mêmes éléments qui existaient sur Terre. Parce qu'avant, on pensait que les éléments qui étaient présents sur Terre étaient uniques. Et la première fois qu'on a regardé une étoile, donc le Soleil était l'étoile la plus proche, on a compris que finalement, les mêmes éléments sur Terre étaient aussi présents sur le Soleil. Donc ça, c'est une réponse absolument importante, parce que finalement, si la vie s'est développée à partir des éléments, des ingrédients qui existaient sur Terre, et si ces ingrédients, on les trouve ailleurs que sur Terre, et donc rien ne s'oppose à ce que la vie existe ailleurs dans l'univers. Bien sûr. Alors écoutez, il y a une question maintenant plus basique que je vais vous poser qui intéressera tout le monde et surtout les jeunes générations. Bon, notre Terre ne cesse de grossir déjà démographiquement. Cela pose des problèmes d'énergie et on réfléchit à remplacer certaines énergies qu'on avait utilisées jusque-là. Apparaît à ce moment-là l'énergie solaire. Est-ce que vous croyez que l'énergie solaire et en particulier ce qu'on appelle les panneaux solaires régleront durablement les problèmes d'énergie électrique? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le Soleil pour régler durablement ces problèmes d'énergie? Je pense que oui. Tout d'abord parce que le Soleil, c'est une source inépuisable, infinie. On parlait de 5 milliards d'années, pour nous c'est infini, une source infinie d'énergie. Hein. Et elle est gratuite en plus. Donc si on arrivait, et on commence à le faire, à utiliser cette énergie finalement qui inonde la Terre gratuitement, ça serait une source potentielle pour économiser et pour aussi ne pas puiser sur ces énergies fossiles qui arrivent à terme. Exactement. D'accord. Eh bien écoutez, Alain Doreslundira, merci beaucoup d'être venu à l'invitation du livre à lire, nous parler des mystères du Soleil. Le cancre que j'ai été en sciences regrette de ne pas vous avoir connu, j'aurais peut-être été un peu moins cancre. Nous remercions nos téléspectateurs de nous avoir suivis, puisque votre émission était le dernier volet des émissions consacrées à la lumière, et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau triptyque du livre à lire sur un nouveau thème scientifique.